Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur la belle radio et télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Nous allons parler aujourd'hui de quelque chose qui nous préoccupe au premier chef, c'est notre santé. Mais pas n'importe comment, nous avons décidé de parler de couverture santé universelle. Il s'agit d'une disposition très importante qui doit permettre de prendre en charge dans un pays pratiquement toute la population au niveau de la santé. N'oubliez pas que le 12 décembre, eh bien, c'est une journée mondiale de la couverture santé universelle et en 2021, nous sommes à la deuxième édition de cette célébration. Et donc, pour marquer le coup au niveau de la belle radio et télévision, nous avons décidé d'en parler en compagnie d'un invité. Notre invité est à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nous sommes ici à Dakar au Sénégal et par la magie de la technicité, eh bien, nous allons pouvoir nous entretenir pendant un peu moins d'une heure avec Dr Roger Kamba. Bonsoir docteur. Bonsoir. Ok, il faut dire que vous êtes pédiatre. Oui. À l'origine, vous avez été formé où, à Kinshasa ou ailleurs? En France pendant 20 ans et puis au Canada où j'étais chef de département de pédiatrie pendant une dizaine d'années aussi. D'accord. Et vous avez rejoint la République démocratique du Congo à quel moment? En 2019, quand le pouvoir a changé, que nous avons eu un nouveau régime démocratique avec le président son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc il m'a fait revenir pour m'occuper de ce domaine de la couverture santé universelle, étant donné que c'est un domaine dans lequel je m'étais impliqué depuis plusieurs années, en allant regarder tous les modèles qui se faisaient ailleurs. Et donc le président de la République m'a fait venir au début de sa mandature pour que je puisse le conseiller pour la mise en place de la couverture santé universelle. Vous êtes donc le conseiller spécial du président de la République démocratique du Congo. Vous avez donc en charge la couverture santé universelle. Alors tout de suite, qu'est-ce qu'il faut entendre par couverture santé universelle? Et il y a ce mot universel qu'il faudra nous expliquer. Alors, merci beaucoup pour la question. Alors, c'est assez simple, même si après on va développer. C'est le fait que le pouvoir, le gouvernement, les instances dirigeantes s'organisent pour que toute la population ait accès aux soins de santé avec deux conditions. La première, c'est que ces soins de santé sont de qualité. La deuxième, c'est que ces soins de santé n'entraînent pas une ruine financière dans la population. C'est ça la définition que Margaret Chan de l'OMS, qui était l'ancienne patronne de l'OMS, avait donnée de la couverture santé universelle. Ok. Alors, nous sommes obligés de vous demander comment est-ce que les Congolais se soignent en attendant que la couverture santé universelle, ce projet, se réalise. Comment les Congolais se soignent-ils? Alors, il y a deux choses. La première, c'est que il y a d'abord, comme on a dit, les soins doivent être disponibles pour tout le monde. Et malheureusement, dans notre pays, les soins ne sont pas disponibles pour tout le monde, tout simplement parce que pendant des années, du début de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, la santé n'a pas été priorisée dans les investissements de l'État. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, comme le dit la définition, les soins doivent être de qualité. Mais encore une fois, du fait qu'on n'a pas investi énormément dans le système de santé, les Congolais ont du mal à accéder à des soins de qualité. Et la troisième, c'est que, et ça c'est la chose la plus importante, c'est que les Congolais se soignent en payant eux-mêmes, ce qu'on appelle les paiements directs. Or ça, c'est un système très dangereux qui ne peut pas permettre à un pays de se développer. Et donc, en attendant la mise en place de la couverture santé universelle, malheureusement, les Congolais sont dans le paiement direct avec, bien entendu, comme corollaire, l'assistance internationale qui est l'autre pendant importante de la prise en charge des soins de santé.
Alors quand vous parlez de paiement direct, ça veut dire qu'il y a une bonne partie de la population qui n'arrive pas justement à payer directement, comme vous le dites. La majorité de la population n'arrive pas. La majorité ne peut pas y arriver parce que, comme vous savez, nous sommes un pays où la population est majoritairement pauvre, même très pauvre, et que une grande partie de cette population est dans le milieu rural, à plus de 60%. Donc malheureusement, ils n'y arrivent pas, et donc ils recourent à beaucoup d'astuces, notamment à la médecine traditionnelle, notamment à l'automédication, et puis aussi à des consultations de plus ou moins des personnes plus ou moins compétentes pour pouvoir donner des soins. Alors donc, rapidement, un des arts médicaux. On va ouvrir une parenthèse rapidement concernant la médecine traditionnelle. S'est-elle développée devant les difficultés que rencontrent les Congolais? Non, parce qu'elle n'est pas structurée. Et si elle se structure, elle va avoir les mêmes difficultés parce que ça voudra dire qu'il faut que les gens payent et qu'on va se trouver dans la même configuration que la médecine non traditionnelle. Alors, donc elle n'est pas structurée, c'est que c'est au petit bonheur la chance, quelqu'un qui connaît un praticien qui peut l'aider, encore une fois si ça aide vraiment, mais elle n'est pas structurée malheureusement et donc c'est pas bien développé. La République démocratique du Congo, c'est combien d'habitants aujourd'hui? C'est 100 millions d'habitants. 100 millions d'habitants qu'il faut prendre en charge dans ce projet couverture santé universelle. Et Kinshasa? Kinshasa, c'est plus ou moins 15 millions d'habitants. Alors, quand on regarde le volume de la population et qu'on le met en rapport avec les infrastructures, qu'est-ce que cela donne, s'il vous plaît? Les cela donne, comme je vous ai dit à un moment donné, c'est que c'est un désert médical. Parce que, je vous donne un exemple, Kinshasa, qui a 15 millions d'habitants, a un seul hôpital universitaire. Un seul? Un seul, oui. Ça montre que l'offre de soins est très très faible et pas disponible à grande échelle en tout cas. Et les centres de santé dans les quartiers et les communes? Alors le Congo est divisé en zones de santé selon la première tendance d'organisation des soins de santé primaire qu'il y avait eu à Alma-Ata. Et donc le Congo est organisé en zones de santé. On en a 516 pour tout le pays. Et ces 516 sont censés avoir chacune un hôpital de référence. Mais en réalité, juste en termes de nombre, il manque déjà 116 hôpitaux de référence parce qu'il y a à peu près 400 hôpitaux de référence dans les zones de santé. Donc, seulement en termes de nombre, il en manque déjà 116. Maintenant, à côté des hôpitaux de référence, il y a des hôpitaux de province. Et à côté des hôpitaux de province, il y a donc les hôpitaux, les grands hôpitaux de référence. Et ça, encore une fois, c'est dans les très grandes villes, comme Kinshasa en a 2 ou 3 de référence, en plus donc de l'hôpital universitaire, et les autres grandes villes en disposent aussi, mais avec des conditions qui sont plus ou moins efficaces pour la prise en charge de qualité. Et au niveau des centres de santé de proximité, c'est-à-dire quand quelqu'un a, par exemple, fait une crise de palu ou s'est blessé quelque part, il ne va pas aller dans un hôpital, il va aller dans un centre de santé de proximité. Y en a-t-il? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et là, encore une fois, avec cette même subdivision, nous sommes à peu près à 8500 centres de santé, donc dans nos 8500 aires de santé. Et ce sont donc les premiers endroits où les communautés se déplacent avant d'aller vers les hôpitaux. Alors, comment vous expliquez ce déficit en infrastructure de santé? Malheureusement, tout simplement parce qu'on n'a pas investi. Parce que les choix qui ont été faits, vous savez, la conférence d'Abuja de 2015, je pense, elle avait proposé que les États africains mettent à peu près 15% de leur budget dans la santé. Mais la RDC, depuis l'indépendance, n'a jamais dépassé les 5% dans le budget de la santé. Mais avec cela, vous ne pouvez pas avoir un système, une offre de soins bien développée. Et c'est ça qu'on essaie de changer maintenant, c'est de dire, voilà, la santé est une grosse priorité. On ne peut pas continuer avec ce rythme où on n'investit pas du tout et où malheureusement la population se débrouille pour se prendre en charge. Excusez-moi.
Et maintenant, on va parler des ressources humaines, les médecins, les infirmiers et infirmières, les sages-femmes. Y en a-t-il suffisamment? Alors là, on a un paradoxe effectivement parce que on a à peu près 30 à 35 000 médecins inscrits au tableau de l'ordre des médecins. C'est suffisant? Encore une fois, vous avez dit? Je demande si c'est suffisant. C'est insuffisant. C'est insuffisant si on prend les normes de l'OMS. Parce que si on arrive à avoir un médecin pour 1000 habitants, ben, nous on est très loin du compte. Mais en même temps, quand on regarde la répartition géographique, eh ben, on trouve un pléthore au niveau des grandes villes, alors qu'au niveau rural, il y a des zones de désert médical complète. C'est-à-dire qu'il n'y a ni médecin ni infirmier de manière assez criante. Donc, c'est assez insuffisant, mais pour l'instant, c'est très mal réparti au point que ça paraisse pléthorique. Oui. Alors, c'est donc tout cela qu'il va falloir améliorer. Cela va demander donc de grands moyens. Mais voici que le Congo, la République démocratique du Congo, est en proie à un certain nombre de difficultés, notamment des épidémies ici et là, Ebola, et puis il y en a bien d'autres. Vous pouvez les citer et les commenter, s'il vous plaît. Oui, alors d'abord, nous sommes comme tous les pays du monde confrontés à la pandémie de Covid. Mais pendant ce temps-là, nous avons la résurgence de Ebola. Nous avons eu, depuis que nous sommes arrivés, ça c'est la 12e épidémie d'Ebola que nous avons, mais qui heureusement a été endiguée. À côté de ça, on a eu une grosse épidémie de méningite qui aussi est en train d'être endiguée, épidémie de monkeypox, épidémie de rougeole, aggravée d'ailleurs par la Covid. Et donc la RDC, c'est un pays qui est confronté à des graves catastrophes sanitaires qui sont en cours d'ailleurs et qui malheureusement, dans un contexte d'un système de santé non résilient, entraîne une déviation des ressources parce qu'à chaque fois qu'il y a une épidémie, eh ben, on réagit en se focalisant sur cette épidémie et du coup on aggrave plus ou moins les autres maladies courantes. Ouais. Par exemple, les maladies non transmissibles comme le diabète, l'hypertension, qui doivent être prises en charge de manière continue, ben, quand il y a une épidémie et qu'on détourne des ressources, on aggrave ces maladies-là aussi. Ouais. Alors, tout à l'heure, vous l'avez évoqué, on ne peut pas échapper au coronavirus aujourd'hui. Et donc, le coronavirus, le Covid-19, vient compliquer une situation déjà difficile, bien difficile. Oui, alors... au début, je ne l'ai pas dit, je suis aussi, donc, en dehors d'être conseiller spécial du chef de l'État pour la couverture santé universelle, je suis aussi le coordonnateur de la task force présidentielle de lutte contre le coronavirus. Et donc, le coronavirus, effectivement, vient compliquer les choses pour trois raisons. La première, c'est la raison médicale, comme je viens de dire, que coronavirus drive tous les ressources médicale vers la prise en charge et la prévention de cette pandémie. Et donc la conséquence, c'est que au niveau médical toujours, les autres maladies sont plus ou moins délaissées à cause de cette déviation. Deuxièmement, au niveau social, parce que ça diminue la productivité économique et donc ça aggrave les inégalités sociales au niveau de la population. Et troisièmement, au niveau économique, parce que avec les fermetures de frontières, avec les confinements, avec la rareté de certains produits, en sachant que l'Afrique en général et la RDC en particulier, nous importons quasiment tout, que ce soit les médicaments, les vaccins, tout ce qui est en rapport, mais aussi la nourriture et beaucoup d'autres biens de denrées de base. Donc, coronavirus vient aggraver ces situations-là. Alors, comme le système de santé, dès le départ déjà, n'était pas résilient, comme je viens de dire, l'offre de soins était insuffisante, la répartition des médecins n'est pas bonne, et puis la capacité financière des gens n'est pas bonne. Et bien, donc, comme l'offre de soins était déjà, enfin, le système de santé était déjà pas résilient, donc coronavirus, effectivement, vient aggraver
entraver tout ça. Bien sûr, un terrain, j'allais dire, favorable. Oui, oui. Comme vous dites dans votre jargon. Oui, oui, tout à fait. Oui. Alors, comment est-ce que vous faites, puisque vous êtes le responsable de la task force concernant le coronavirus auprès du président de la République, comment vous faites pour contenir justement cette pandémie qui n'arrête pas de bousculer toutes les habitudes et qui vient mettre à nu toutes les difficultés concernant le système sanitaire dans un pays? Bon, notre position en tant que task force présidentielle, c'est pour aider le président de la République à prendre les meilleures décisions. Comme j'ai dit, là, l'atteinte causée par le coronavirus est multisectorielle. Vous voyez qu'il y a des atteintes médicales, enfin, dans le système de santé, des atteintes au niveau social, des atteintes au niveau économique, des atteintes au niveau diplomatique aussi, parce que parfois on a eu des mal à partir avec certains pays, quand il a fallu par exemple importer les poudres pour fabriquer l'hydroxychloroquine, tout le monde ne voulait pas. Quand il a fallu importer les respirateurs, vous vous rappelez qu'il y avait des pays qui avaient fermé leurs frontières. Donc notre rôle en tant que task force, c'est de permettre au chef de l'État, dans cette multisectorialité, de faire les meilleurs choix. Donc nous sommes, si vous voulez, ceux qui travaillons au quotidien pour sortir les éléments qui permettent au chef de l'État de décider de manière optimale dans la gestion de cette pandémie. Alors, est-ce qu'elle est contenue? Est-ce que le rythme de contamination est maîtrisé? Où est-ce que vous en êtes au niveau de la République démocratique du Congo? Alors, comme partout, nous sommes dans la 4e vague qui a commencé, qui a augmenté, et comme nous pouvons quand même nous féliciter du fait que si nous regardons le nombre de morts depuis le début de cette pandémie, la République démocratique du Congo a 1100 à 1200 morts. Depuis le début. Ça veut dire que quand il y a des pays où il y a eu à un moment 3-4 000 morts par jour, nous, on n'a pas eu ça. Et donc, le nombre est contenu. Par ailleurs, de morts. Par ailleurs, le nombre de malades aussi est contenu. Je crois grâce à plusieurs mesures que nous avons prises très, très rapidement. Par exemple, nous avons fermé la capitale du pays très rapidement parce que c'était la porte d'entrée, en sachant que notre pandémie est plus une pandémie d'importation. On avait fermé la capitale très rapidement et cela a permis d'éviter la diffusion massive de la maladie au niveau des provinces. Ensuite, au niveau de la capitale, comme on s'était rendu compte que c'était surtout les voyageurs, et les voyageurs habitaient plutôt dans les quartiers assez huppés, on a fermé aussi ces quartiers-là très rapidement. Et donc, ça a permis aussi de contenir la diffusion de la maladie au niveau même de la capitale. Et avec ça, nous avons eu beaucoup moins de cas graves et beaucoup moins de morts. Donc, nous avons décidé très rapidement d'élargir la prise en charge des malades avec l'hydroxychloroquine et qu'on a donné à tous les positifs déjà au départ. Et donc nous avons opté de traiter les positifs même quand ils n'étaient pas symptomatiques. Et ça a permis aussi de diminuer le nombre de cas graves. Et aujourd'hui donc, malgré la reprise de la 4e vague, nos hôpitaux ne sont pas submergés. On peut dire donc à ce niveau-là qu'il y a une gestion plutôt satisfaisante. On peut regarder les indicateurs, donc comme je dis, la mortalité, le nombre de surcharges des lits de réanimation, le nombre de cas au total. Et donc quand on regarde ces indicateurs-là, on peut dire qu'effectivement, le contrôle de la pandémie est plutôt bien fait. Ok. Un mot concernant la vaccination qui fait l'objet de beaucoup de débats, beaucoup de discussions, il y a les pour, il y a les contre. Qu'en est-il au niveau de la République démocratique du Congo? Alors c'est très simple, la RDC c'est le pays d'Afrique où l'hésitation vaccinale est la plus importante. Hein. Ah oui. Nous sommes le pays qui refuse le vaccin au maximum par rapport à d'autres pays africains. Alors nous avons chiffré pourcentage? Ah ben, je peux vous donner le pourcentage, on est à 0,27% de gens vaccinés. 0,27% de 100 millions d'habitants. De 100 millions d'habitants. Vous voyez que c'est... Et quand on regarde maintenant les gens qui ont reçu les 2 doses de vaccin, on est à 0,11.
Donc vous voyez que c'est vraiment l'hésitation vaccinale est la plus importante en Afrique au niveau de la RDC. Mais nous avons lancé une grosse campagne, on a fait une table ronde le mois passé. Le président de la République s'est fait vacciner, les images ont été diffusées, toutes les autorités ont donné l'exemple. Et on espère qu'avec cette grosse campagne que nous lançons, on va avoir une plus grosse adhésion à la vaccination. Justement, quand vous parlez de campagne, je suis amené à vous dire comment est-ce que tout cela a été géré du point de vue sensibilisation, information, communication. Comment est-ce que le contact avec les populations congolaises a été organisé pour qu'il y ait le maximum de personnes sensibilisées à ce coronavirus? Alors c'est encore un gros défi, hein, la sensibilisation maximale, c'est un gros défi parce que la meilleure stratégie, c'est une sensibilisation au niveau communautaire, c'est-à-dire aller au plus proche des populations, notamment en passant par leurs leaders d'opinion. Mais nous avons malheureusement, la plupart des leaders d'opinion, pendant très longtemps, ont été les plus réfractaires. Je parle des gens des églises, je parle des gens des médias, je parle des gens en responsabilité aussi bien administrative que politique, ont été les plus grands réfractaires. C'est ce qui a beaucoup retardé le démarrage de l'adhésion à la vaccination, mais cela est en train de changer avec cette approche qu'on a maintenant de dire ok, en dehors des campagnes de télévision, des campagnes de médias qui sont pas nécessairement, qui n'entraînent pas nécessairement une adhésion massive, c'est plus aller maintenant vers une campagne communautaire pour qu'on soit plus proche des populations. Ouais. Alors dites-nous, on a vu que le système de santé, vous l'avez dit, il ne comporte pas suffisamment d'infrastructures, il n'y a pas suffisamment de personnes au niveau des ressources humaines médicales, et tout cela aussi est mis à mal, comme on l'a dit, par le Covid-19, mais aussi par la situation sécuritaire dans un certain nombre de régions du pays. Oui, tout à fait, parce que vous savez que l'Est du pays a été pendant plus de 20 ans le théâtre de plusieurs mouvements rebelles. Le président de la République a décidé finalement de mettre un état de siège au niveau des deux provinces de l'Est du pays où les groupes rebelles ont été les plus importants. Et cet état de siège est en train de donner des résultats satisfaisants. Et malheureusement, ce que vous n'avez pas dit aussi, c'est qu'il y a eu le volcan de Goma qui avait aussi déplacé les populations. Donc tout ça, ça a créé une situation humanitaire qui a des impacts importants au niveau de la santé. Et donc c'est pour cela que en fait la réponse la plus adéquate, c'est cette couverture santé universelle qui puisse permettre en fait d'avoir aussi bien des systèmes résilients que la prise en charge de catastrophes au niveau sanitaire. Alors du coup, la mise en place de ce projet de couverture santé universelle devient comme un défi, un très grand défi que doivent relever les autorités du Congo. Et vous êtes le conseiller spécial chargé de la couverture santé universelle auprès du président de la République, mais vous êtes aussi le président du Conseil national de la couverture santé universelle. Alors, on peut le dire, vous avez du pain sur la planche. J'ai du pain sur la planche, on va dire que le pays a du pain sur la planche, mais le président de la République vient de décréter la couverture santé universelle comme une cause nationale. Pour deux raisons. La première raison, c'est que nous savons que, comme je viens de le dire, notre système n'est pas résilient, nous avons beaucoup de défis, mais nous savons aussi que les paiements directs des soins de santé, c'est la première cause qui entraîne les populations dans la pauvreté. Parce que quand les gens payent directement eux-mêmes les soins de santé, les études l'ont montré, eh ben, ils basculent dans la pauvreté. Il y a 100 millions d'êtres humains chaque année sur la planète qui basculent dans la pauvreté à cause de ça. Donc, comme nous ne pouvons pas relever le développement sans arrêter cette bascule dans la pauvreté, la couverture santé universelle devient non seulement un impératif, mais c'est une cause pour laquelle tout le monde doit se lever. Nous savons que pour l'atteinte des objectifs de développement durable,
Eh bien, quels que soient ces objectifs-là, on a des déterminants de santé qui y sont. Le premier étant celui de lutter contre la pauvreté, mais comme je viens de vous dire, la première cause qui fait que les gens tombent dans la pauvreté, c'est le paiement direct des soins de santé. Donc même cet objectif-là de développement durable, numéro 1, relève en fait finalement de la couverture santé universelle, en dehors même de l'objectif 3 qui lui-même est consacré à la santé. Donc c'est une cause nationale et c'est un impératif parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Si on ne met pas la couverture santé universelle en place, on va rester pauvre. Si on reste pauvre, on ne pourra pas lancer le développement parce que les gens ne seront pas productifs, les systèmes de santé vont consommer toujours beaucoup de ressources. Donc voilà, c'est vraiment un impératif. On a du pain sur la planche, mais c'est un objectif majeur pour un pays. Alors déjà, premier élément satisfaisant, c'est la volonté, la détermination. Oui, et ça, comme je l'ai dit, le président de la République l'a manifesté dès qu'il a pris le pouvoir. Et je vous rappelle que la première ordonnance de nomination de son cabinet, il a nommé un conseiller spécial en charge de la couverture santé universelle. Nous avons vu des pays africains où il a fallu attendre 7-8 ans avant qu'un président de la République cite juste le terme couverture santé universelle. Mais chez nous, le président, dans sa première ordonnance en tant que chef de l'État, a nommé un conseiller spécial. Ça montre bien que la détermination était très importante. Nous avons été un peu ralentis par Covid, parce qu'on devait déjà lancer tout ce processus depuis l'année dernière. Et Covid, avec tout ce qu'on a dit, confinement, avec tout ce qu'on a dit, diminution des ressources, nous a ralenti. Mais là, le président est revenu à la charge en disant que c'est une cause nationale et en mettant en place le Conseil national de la couverture santé universelle. Donc, c'est vraiment la détermination politique est le premier élément, en effet, oui. Alors nous saluons justement cette volonté et cette détermination, mais n'empêche que nous sommes quand même étonnés que la République démocratique du Congo n'est pas seule dans ce cas-là, qu'une bonne partie des pays africains n'ait pas pensé à mettre cette couverture santé universelle en place. Et nos pays ont aujourd'hui 60 ans d'indépendance. Comment vous expliquez cela ? Bon, parce que je pense que nous avons d'abord pas priorisé correctement nos choix. Je parle de nous, les pays africains. Et puis, nous n'avons pas eu de bonne gouvernance. On a eu beaucoup de chefs d'État qui n'ont pas présenté des signaux en faveur d'une très bonne gouvernance. Et ensuite, parce que nous avons plus ou moins copié des modèles extérieurs qui déjà avaient beaucoup avancé. Nous avons partout des ministères de santé, des ministères de ceci, des ministères de cela, mais nous n'avons pas pensé à voir les choses de manière globale, holistique. Et nous sommes restés très, très dépendants aussi de l'aide extérieure qui, elle, venait avec des projets très spécifiques, très verticaux. Et donc, en fait, en gros, nous avons eu des systèmes très fragmentés pendant très longtemps. Et nous avions au niveau international une connaissance qui était basée sur d'abord les soins de santé primaires, c'était le premier objectif. Ensuite, le renforcement des systèmes de santé, c'était la deuxième chose. Mais maintenant, on se rend compte qu'il faut une approche globale. Et la couverture santé universelle, c'est une approche globale. On n'avait pas beaucoup lié l'économie et la santé. Parce qu'en Afrique, on considérait la santé comme une dépense, pas comme un investissement. Or, on se rend compte que quand on met $1 dans la santé, on produit $17 dans l'économie. Donc maintenant, les Africains commencent à comprendre. Il y a des pays qui l'ont compris depuis quand même déjà une vingtaine d'années. Je peux vous rappeler que le Rwanda a mis la couverture santé universelle depuis l'an 2000. Le Ghana depuis 2003, le Mali 2009, le Nigeria 2009. Donc on voit bien qu'il y a quand même des pays qui ont pris conscience de ça, qu'il y a une corrélation très importante entre l'économie et la santé, et que l'argent qu'on met dans la santé, c'est pas de la dépense, c'est de l'investissement. Or, cette notion n'était pas claire avant, et maintenant, elle est de plus en plus, et on espère que tout le monde va aller dans cette globalisation de l'approche. Alors, est-ce que vous avez cité un certain nombre de pays, l'Éthiopie, le Rwanda, le Mali, le Ghana, etc. Est-ce que ces pays-là vous servent de référence? Est-ce que ce sont des modèles pour vous en République démocratique du Congo? Et comment y a-t-il un contact avec ces différents pays pour bénéficier de leur expérience? Oui, d'abord, il nous faut vraiment des références parce que, vous savez, nous avons tous pratiquement la même structure économique avec des grosses parts de l'économie informelle.
très petite part de l'économie formelle, d'ailleurs divisée souvent en deux, les privés et les fonctionnaires, qui en République démocratique du Congo représente au total 20%, donc on a 80% dans l'économie informelle. Et donc, tous les autres pays que j'ai cités, je prends l'exemple du Rwanda, qui avait aussi exactement la même structure, nous servent de modèle pour voir comment est-ce qu'ils arrivent à aller chercher. Parce que, juste un mot pour vous dire qu'on ne peut pas faire la couverture santé universelle sans l'obligation de cotisation, de mise en commun des ressources. Le problème est que comme les ressources sont dans l'informel, eh bien, ces pays nous servent de modèle pour aller voir comment ils arrivent à récupérer de la cotisation au niveau des caisses d'assurance maladie, au niveau des informels, par exemple. Comment ils arrivent à structurer leur approche globale au-delà des systèmes classiques de différents ministères. Donc, quelles sont les structures qu'ils mettent en place? Quelles sont les modifications légales qu'ils font? Quelles sont les techniques de récupération, donc de collecte des fonds dans l'économie informelle? Donc, tous ces pays-là nous servent de modèle. Et d'ailleurs, nous sommes en train d'envoyer des équipes pour aller palper du doigt tous ces pays-là et voir effectivement comment est-ce que le modèle est implémenté. Ok, alors c'est très bien, c'est une bonne démarche et nous sommes obligés de vous demander maintenant quelles sont les différentes étapes que vous avez décidé de faire suivre à ce projet. C'est vrai, d'abord il faut le concevoir, ce qui n'est pas évident, et il faut préparer quelque chose qui concerne 100 millions d'habitants, et vous l'avez dit, une bonne partie de ces 100 millions eh bien, sont des personnes qui n'ont pas les moyens. Alors quelles sont les différentes étapes qu'il va falloir passer pour atteindre dans quel délai cette couverture santé universelle? Alors, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est d'abord de considérer dans sa tête, donc mentale, une étape très importante, de considérer que la couverture santé universelle, ce n'est pas pour les riches. Ce n'est pas pour les gens qui ont beaucoup d'argent. Parce que, encore une fois, on considère souvent, quand on pose ce problème, les gens se disent, mais où est-ce que vous allez trouver les ressources? En réalité, la question est différente. C'est qu'est-ce qu'on peut faire avec les ressources dont on dispose? C'est ça la vraie question. Maintenant, quand on regarde la structure épidémiologique de nos pays, pour l'instant, nous sommes quand même, du point de la RDC, par exemple, c'est la même chose qu'au Mali, par exemple, nous sommes à 60 ou 62% de mortalité liée au problème de la mère, de l'enfant et des maladies infectieuses. Et donc, le choix qu'on fait, c'est de dire, nous devons modifier ces déterminants de la santé. Donc, par exemple, la mortalité, si nous voulons baisser la mortalité, attaquons-nous d'abord au problème de la mère, de l'enfant et des maladies infectieuses. Et donc, quand on a déterminé ça, on dit maintenant, là-dedans, quelle est la part la plus importante de consommation des ressources? Eh bien, la part la plus importante, ce sont les médicaments. Et donc, les paiements directs sont d'abord causés par le paiement des médicaments. Donc, l'étape que nous, on détermine, c'est de dire comment on fait maintenant pour que les médicaments ne soient pas une barrière. C'est-à-dire, comment on contrôle l'offre des médicaments en termes de qualité, quantité et surtout en termes de coût. Et quand on a déterminé ça, on dit ok, ça nous coûte combien réellement et quelles sont les ressources qu'on peut mettre. Alors, et je peux vous assurer qu'avec cette approche-là, on peut voir qu'on peut résoudre d'abord un certain nombre de problèmes. En fait, l'idée n'est pas de construire des hôpitaux partout, de mettre de l'argent pour tout, c'est de dire quels sont les déterminants de la santé que nous modifions de manière à impacter le système. Alors, rapidement, Dr Kamba, j'ouvre une petite parenthèse qu'on va refermer très rapidement concernant les médicaments, les faux médicaments, le trafic de médicaments en Afrique et en RDC. Rapidement, les dégâts que c'est. Alors, je peux vous assurer déjà que le trafic de médicaments, c'est plus que le trafic de drogue. Hein. C'est un marché de plus de 450 milliards de dollars dans le monde. C'est vraiment un gros problème. Et donc, en RDC, on n'est pas épargné. Hein. C'est vraiment, le trafic est très important. La chose est que, grâce à la couverture santé universelle, justement, on peut restructurer les médicaments en disant, si nous avons le contrôle de l'achat et de la distribution des médicaments, en ce moment-là, on diminue le trafic, on diminue les faux médicaments et on diminue l'excès de prix qu'on peut trouver sur certains médicaments. Ok, nous refermons la parenthèse des faux médicaments et je vous laisse continuer dans les différents. Alors donc, je disais que le choix des paquets de soins qu'on offre aux gens et le choix des personnes auxquelles on adresse ce paquet de soins, c'est ça la première étape.
La deuxième étape, c'est l'étude actuarielle. Qu'est-ce que nos populations peuvent réellement cotiser en fonction de leur niveau? Je vous ai dit que nous avons des économies informelles. Donc la troisième étape, c'est comment est-ce qu'on met les méthodes innovantes pour aller chercher, parce que si vous prenez des pays développés où les gens vivent de leur salaire, c'est structuré, les privés, les fonctionnaires et tout ça, aller prélever, c'est plus facile. Mais dans les économies informelles, aller prélever, c'est un défi parce qu'il faut trouver des méthodes innovantes. Par exemple, comment on fait pour que les mamans qui sont au marché cotisent à une assurance maladie. Il y a des pays qui ont décidé, par exemple, de dire aucune maman ne peut se retrouver au marché sans sa carte de santé, sans sa carte de mutuelle. Donc on voit que c'est une méthode innovante, ce qui va faire que cette maman va se dire je ne peux pas aller vendre, ni je ne peux pas aller acheter sans ma carte de mutuelle. Donc elle va s'adhérer de manière obligatoire à une mutuelle. Donc c'est toutes ces méthodes innovantes qui constituent l'approche dans des économies informelles. Mais je veux quand même rappeler quelque chose. Nos économies sont informelles, les gens sont pauvres, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'économie ni qu'il n'y a pas d'argent. Souvent, l'argent est très mal utilisé du fait justement des trafics des médicaments, du fait des paiements directs, du fait des structures, d'absence de structures, de collecte de fonds. Et donc, en fait, c'est vraiment d'abord faire avec ce qu'on a, et je peux vous assurer qu'on peut déjà modifier beaucoup les indicateurs de santé avec ce qu'on a. Et qu'est-ce qui est prévu par exemple pour les personnes du troisième âge? Vous avez parlé de la mère et de l'enfant, mais qu'est-ce qui est prévu par exemple pour les personnes du troisième âge, pour les enfants, pour les jeunes qui constituent... Ils font partie de ce qu'on appelle les indigents. Ils font partie de ce qu'on appelle les indigents, c'est-à-dire les gens qui ne peuvent pas, malheureusement, cotiser, même un tout petit peu, ils ne peuvent pas. Alors, d'abord, la grosse difficulté chez nous, dans tous les pays d'Afrique et en RDC aussi, c'est que comme l'économie est très informelle, comment faire la différence entre les indigents et les gens qui peuvent réellement payer? Ça, c'est tout un travail de la cartographie, de l'identification des indigents. Nous avons une estimation dans notre pays qui nous met autour d'à peu près 10% de la population. Vous voyez comment déjà à 8 millions de gens qui sont dans cette catégorie-là d'indigents et des personnes âgées qui ne peuvent pas, qui ne sont plus capables de cotiser. Alors, la question c'est quel est le paquet de soins qu'on peut adresser à ces indigents-là et combien ils coûtent. Voilà les étapes dans lesquelles nous sommes, parce que vous avez posé la question sur les étapes, d'identification des indigents, de la détermination de leur paquet de soins et de la structuration de l'offre qu'on peut leur apporter en termes de ressources. Alors on voit qu'il faut, comment dire ça, mettre à votre disposition, en tout cas au niveau de tous ceux qui travaillent dans ce sens-là, beaucoup de moyens avant même d'arriver à la réalisation de ce projet. Vous avez parlé de cartographie, d'identification. Ça, c'est un aspect de la chose qui absorbe beaucoup d'énergie et beaucoup de moyens. Et je n'ai pas parlé de la digitalisation non plus, qui sont des éléments très importants pour la surveillance de tout le système. Je n'ai pas parlé non plus de la régulation, parce que vous savez, quand vous avez un système non régulé, où chacun fixe ses tarifs comme il veut, où chacun achète ses médicaments par les circuits qu'il veut, c'est pas simple. Donc en fait, le travail est énorme, mais en même temps, on n'a pas besoin de tout terminer avant de commencer à offrir des services. Comme je viens de vous dire, disponibiliser les médicaments, on peut le faire dans les structures de soins telles qu'elles sont aujourd'hui. Et donc, on sait déjà que c'est la première dépense de paiement direct sont les médicaments. Donc, on peut déjà disponibiliser les médicaments et on peut déjà avoir un impact satisfaisant tout en continuant à mettre en place toute la structure de réponse de la couverture santé universelle. Alors nous sommes, nous, chaîne de radio et de télévision, donc forcément, nous savons que dans ce genre de projet, eh bien, la communication, la sensibilisation, l'information des populations, eh bien, c'est un aspect très important de la mise en place du projet. C'est pour cela que nous sommes en train de parler avec vous et nous tirons les conséquences et les enseignements de ceux qui nous ont précédés. Je vous donne l'exemple de Obamacare, qui n'a pas pu aboutir, entre autres choses, parce que la communication n'était pas bonne, parce que les gens n'ont pas été sensibilisés suffisamment. Et donc nous sommes conscients de ça, et c'est pour cela que nous passons par des médias comme le vôtre, mais par d'autres aussi, pour dire aux gens, en fait,
les informations que nous vous donnons, les messages que nous vous donnons, sont des messages qui sont adaptés à vous. Ce n'est pas, les gens peuvent penser que la couverture santé universelle, il faut attendre de devenir riche, de devenir développé. Ben non, justement, c'est l'inverse. Il faut d'abord que les gens soient protégés financièrement pour qu'ils arrêtent de tomber dans la pauvreté et qu'ils soient plus productifs et donc qu'on aille vers le développement. Oui. Alors donc il y a des campagnes qui sont lancées, bien qui sont prévues, des campagnes, j'allais dire, spéciales couverture santé universelle. Tout à fait. Et d'ailleurs, là, on en commence une, étant donné qu'on est à la veille de la date anniversaire, enfin la date de la mondiale de la couverture santé universelle. Nous sommes en train vraiment maintenant de pousser les médias et les communicateurs à nous donner les moyens d'accéder, on va dire, dans les ménages des gens, dans les foyers des gens, pour dire aux gens, eh bien, nous devons changer de paradigme. On doit passer de système où vous payez vous-même directement les soins à un système où vous cotisez pour payer, pour que la mise en commun paye les soins. Alors, revenons donc à cette deuxième édition de la journée mondiale de la couverture santé universelle. Y a-t-il des activités particulières qui ont été prévues en République démocratique du Congo ? Oui, demain le 11, parce que le 12 tombe le dimanche. Demain le 11, nous sommes vraiment, on a prévu tout un tas d'activités et nous serons avec le Premier ministre, avec les différents acteurs politiques, les acteurs de société civile, les acteurs de l'administration, demain pour pouvoir vraiment lancer cette politique de couverture santé universelle. On a une grosse matinée de réflexion demain avec la sensibilisation. On a enregistré dans les hôpitaux les témoignages des personnes qui sont confrontées aux difficultés sanitaires et aux difficultés d'accéder aux ressources, enfin aux prestations. Et donc tout cela est une grosse campagne que nous commençons et que nous allons diffuser sur les médias locaux. Et on est content d'avoir un média africain comme le vôtre aussi qui nous accompagne là-dedans. Alors, revenons donc à cette couverture santé universelle. Dans quel délai ça va commencer? Puisque vous avez dit qu'il ne faut pas avoir fini de traiter de tous les aspects de ce projet pour pouvoir le démarrer. Alors, ça va démarrer quand en République démocratique du Congo? Le chef de l'État lui-même a annoncé à son dernier conseil des ministres de la semaine passée que ça doit commencer en janvier. Donc en janvier, nous devons commencer et comme je vous ai dit, nous sommes en train de finaliser le paquet de soins par lequel on va commencer. Donc janvier 2022. Comment? Janvier 2022. Janvier 2022, oui. Donc, dans moins d'un mois, en fait. On va commencer notamment par, comme je vous ai dit, paquet mère-enfant et les maladies infectieuses, notamment par la disponibilisation des médicaments. Parce que vous savez, dans notre pays, quand quelqu'un se présente dans un hôpital, même en extrême urgence, on lui prescrit une ordonnance pour qu'il aille chercher les médicaments. Déjà, rien que ça, c'est une grosse barrière à l'accès aux soins. Donc, si nous pouvons déjà disponibiliser les médicaments, ne fût-ce qu'au niveau des structures telles qu'elles sont aujourd'hui, eh bien, on aura déjà posé un acte très important de la protection financière et de l'accès aux services de santé. OK. Et le personnel de santé, comment est-ce qu'il est pris en charge justement dans ce projet? Quelle formation va-t-il avoir pour pouvoir assurer justement de la meilleure façon possible son rôle? Alors, de deux manières. La première manière, c'est d'abord de redonner un petit peu de vigueur à ces personnels parce qu'ils sont souvent, comme tout le monde, plus ou moins abandonnés à leur propre sort. Ils ont un salaire, mais en dehors de ces salaires-là, ils ne sont pas motivés, on va dire, de manière à ce qu'ils soient performants. Or, pour que le système fonctionne, il faut qu'il soit performant. Donc, on doit les aider par la formation, tout ce qui est mise à jour, tout ce qui est formation continue, mais aussi par la motivation pour qu'ils puissent s'installer dans les zones de désert médical, mais aussi pour qu'ils puissent être pris en charge par le système. Autant le système prendra en charge l'offre de soins, mais il doit aussi prendre en charge la demande. Et donc, le personnel
qui représente finalement l'élément clé du système, eh ben, nous avons prévu de motiver, parce que ce personnel-là va être la cheville ouvrière de la mise en place du système. On n'a pas parlé du tout du secteur privé de la santé en République démocratique du Congo. Quel va être son rôle? Va-t-il disparaître dans la mise en place de ce projet de couverture santé universelle? Non, au contraire, il va être renforcé parce que le secteur privé, justement, ne se développe pas correctement du fait que les gens payent directement les soins. Et c'est pour ça que le secteur privé peine à aller de l'avant. Il y a quelques poches d'hôpitaux de référence, d'hôpitaux privés assez bien développés, mais où accèdent seulement un petit nombre de gens. Pourquoi? Parce que c'est le paiement direct. Or, si nous généralisons la prise en charge par une caisse commune, eh ben, ce qu'on paye, c'est les services, qu'ils soient donnés par le privé ou par le public. Et si les privés offrent des meilleurs services, eh ben, ils vont avoir un développement plus important parce que le système sera pris en charge par la caisse. La chose, c'est de réguler de manière à ce qu'il n'y ait pas d'abus par le secteur privé. Mais je pense que la couverture santé universelle va aider le secteur privé à se développer parce qu'on sortira du paiement direct vers la prise en charge par la caisse. Donc le défi, on va le dire, est lancé. Le président Tshisekedi a décidé de faire en sorte que la couverture santé universelle soit une réalité à partir de janvier 2022. Le Conseil national de la couverture santé universelle est-il prêt à relever ce défi? Nous sommes vraiment prêts, Comme je vous ai dit, ça fait 2 ans et demi qu'on travaille sur le dossier. Le conseil a été bien sûr mis en place au mois de juin dernier, mais comme vous pouvez le sentir, nous avons plus ou moins la connaissance et la maîtrise de tous les secteurs dans lesquels nous devons agir et nous sommes prêts. Nous avons besoin de relever un certain nombre de défis, comme je vous ai dit, identifier le paquet de soins corrects qu'on doit donner aux gens, finir la cartographie de l'offre de services, finir les études actuarielles pour voir les capacités de financement, enfin de cotisation de la population, finir l'évaluation de l'espace fiscal pour que la fiscalité soit mise à contribution, finir le travail avec des entreprises, notamment les entreprises minières pour qu'elles soient mises à contribution. Tout ça, c'est le travail dans lequel nous sommes investis, mais pour être prêts, on ne peut pas dire à 100%, nous sommes suffisamment prêts pour que le projet commence. Donc démarrage en janvier 2022, et à quel moment, dans combien de temps, eh bien, la couverture santé universelle va prendre totalement en charge les 100 millions d'habitants, parce que en plus c'est une population qui se développe, donc un peu plus de 100 millions d'habitants, et dans quel délai? Alors, prendre en charge les 100 millions, c'est pas vraiment comme ça qu'on pose le problème. On pose le problème en disant offrir un paquet de base à la grande majorité, voire aux 100 millions de personnes. Mais je pense que d'ici 2-3 ans, on devrait offrir un paquet de base à tout le monde. Parce que ce paquet de base, encore une fois, rappelez-vous que c'est en tenant compte de notre épidémiologie. Quels sont les déterminants de la santé qu'on va modifier? La mortalité mère-enfant, améliorer l'espérance de vie, améliorer l'accès aux services de base. Tout cela, en fait, c'est assez accessible, on va dire, avec les moyens dont nous disposons. Donc, moi, je peux dire qu'on commence très progressivement, parce que la progressivité est le maître mot, aussi bien en termes de nombre de personnes qu'on couvre que des services qu'on offre, mais je pense que d'ici 2-3 ans, on peut offrir des paquets de base à la grande majorité de la population congolaise. A-t-on une idée du montant avec lequel les choses vont démarrer en janvier? Nous avons déjà une idée de ce que le système de santé consomme chaque année. En RDC, nous consommons chaque année entre 1,5 milliard et 1,9 milliard de dollars chaque année dans le système de santé. L'idée, c'est de partir avec la moitié de cette somme-là pour aller vers la couverture santé universelle, tout en augmentant progressivement les contributions. Et ça, c'est les moyens que nous pouvons mobiliser de manière continue, parce que ça, c'est ce qu'on dépense chaque année. Maintenant, avec les méthodes innovantes pour aller chercher des ressources additionnelles, notamment au niveau de l'économie informelle, on peut monter
En réalité, si nous devons vraiment aussi bien travailler sur l'investissement dans le système de santé pour l'améliorer, mais aussi donner en même temps la couverture pour que les gens ne payent pas les soins de santé, on tournera autour de 2 milliards à 3 milliards de dollars. Alors, docteur Roger Kamba, en tout cas, nous sommes heureux et honorés d'avoir bénéficié d'autant d'informations concernant le projet de couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Mais comme vous l'avez bien souligné, eh bien, la situation au Congo n'est pas différente de celle que l'on vit dans un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne. Notre émission est en train de s'achever. C'est l'occasion certainement pour vous de lancer une série d'appels aux autorités congolaises comme africaines, aux populations africaines, parce que eh bien, c'est de leur devenir qu'il s'agit. Et vous avez dit, il n'y a pas de développement sans santé. Oui, alors je pense que si vraiment je pouvais demander une seule chose aux autorités africaines, aux autorités congolaises, c'est de faire tout pour sortir du paiement direct. Il ne faut pas que le jour où on est malade, on commence à chercher l'argent. Et ça, le paiement direct, c'est la première cause de l'appauvrissement de la population. Donc si je pouvais vraiment lancer un seul message pour qu'il n'y ait pas beaucoup de choses, de bruit qui couvrent le message, si je pouvais lancer un seul message, c'est de demander aux autorités africaines d'aller vers l'arrêt du paiement direct des soins de santé. Donc il faut organiser le prépaiement, organiser la mise en commun des ressources, organiser l'approche multisectorielle pour que l'individu ne soit pas tout seul devant le système de santé. Sortir du paiement direct est vraiment la priorité pour la couverture santé universelle. En tout cas, nous vous disons merci. Merci beaucoup de vous être livré à cet exercice. Merci beaucoup d'avoir donné un certain nombre de renseignements sur le sens de la couverture santé universelle. Et nous vous souhaitons beaucoup de courage et beaucoup de chance et espérons vous retrouver dans quelques temps pour que vous nous disiez que eh bien, la prise en charge des Congolais se fait très bien en matière de santé. Merci encore. Je voudrais rappeler que vous êtes pédiatre, docteur Roger Kamba, que vous êtes le président du Conseil national de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo et par la même occasion, vous êtes le conseiller spécial du président de la République chargé de la couverture santé universelle. Merci encore. Nous vous souhaitons en tout cas de bonnes activités concernant la journée mondiale de la couverture santé universelle qui est célébrée le 12 décembre de chaque année. Et puis à bientôt. Vous qui nous avez suivis, merci à vous d'être restés en notre compagnie. Au revoir et nous nous retrouverons pour une autre édition de notre émission Le Talk. Merci beaucoup. Merci bien. Merci beaucoup Label TV. Information technology can be a beacon of hope, allowing billions of people around the world to connect. During the COVID-19 pandemic, these connections with loved ones, with schools and colleges, with workplaces, with healthcare professionals and essential supplies are more important than ever. The International Telecommunications Union continues to work with the information and communication technology community and UN agencies to help manage and end this crisis and recover better. New technologies from 5G and big data to cloud computing and artificial intelligence are powerful tools to tackle the world's most pressing challenges, including the pandemic. Leaving no one behind means leaving no one offline. World Telecommunication and Information Society Day reminds us that international cooperation on digital technology is essential to help defeat COVID-19 and achieve the 2030 Agenda for Sustainable Development. Thank you.